personnes. Donc, on va faire venir les retardataires. Bon, je vous propose de commencer cet atelier. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci d'avoir fait le choix de cet atelier sur la compensation. Compensation à la demande ou par l'offre, quels enjeux? Donc, je suis Julien Pelletange, responsable du département biodiversité, espèces, connaissances à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Je suis l'animateur de cet atelier. Je suis accompagné de Marie Rosa de la DREAL également, qui sera le rapporteur de l'atelier. Donc, elle se présentera et vous dira en quoi consiste son rôle dans quelques instants. Et on a également Marie Cellier de l'Agence régionale biodiversité à nos côtés, qui œuvre en coulisses si vous avez un problème technique et qui sera notre maîtresse du temps pour bien respecter donc, le créneau qui nous est laissé. Donc, comme je le disais, merci de bien bien vous nommer nom, prénom, structure, notamment pour vos interventions dans le chat. Donc, il suffit de faire un petit clic droit, renommer, pour voilà, qu'on ait bien aussi la liste des participants. On va donc parler de compensation. Les compensations, donc, ce sont toutes ces mesures qui ont pour objet d'apporter une contrepartie aux effets négatifs d'un projet qui n'ont pas pu être évités ni suffisamment réduits. Donc, on l'a bien rappelé ce matin, la priorité, c'est l'évitement. Ensuite, on pense à la réduction et seulement en dernier recours, on pense à la compensation. C'est vraiment le principe de base. On a quand même souhaité faire un atelier sur la compensation parce que pour les porteurs de projets, ça reste souvent un volet compliqué, voire de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. On va revenir sur tous ces aspects-là. Donc, souvent, le recours, c'est la compensation dite à la demande. On a bien senti ce matin que la compensation par l'offre suscite de fortes attentes, notamment au travers des sites naturels de compensation. Donc là aussi, au cours de l'atelier, on reviendra sur toutes ces notions et on aura voilà, pas mal de partage autour de tous ces sujets. On va essayer d'être bien discipliné et de relever ensemble le défi de parler de ce sujet en seulement 1h45 voilà, plusieurs dizaines de personnes. Donc, parmi vous, il y a des spécialistes du sujet, d'autres personnes qui sont beaucoup moins connaisseuses. Donc, le principe de l'atelier, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. On est là pour partager ensemble aussi bien nos questions que les expériences en matière de compensation, sans langue de bois, mais bien sûr voilà, avec bienveillance et dans le respect de chacun. On vous propose un atelier en 3 temps. 3 premiers quarts d'heure, donc 45 minutes d'intervention. On a 5 intervenants qui vont se présenter là dans quelques secondes, voilà, qui interviendront à tour de rôle. Ensuite, on aura un temps de 3 autres quarts d'heure au cours desquels je pourrai prendre vos questions. Donc voilà, à l'oral, vous aurez aussi le chat hein, si vous voulez réagir ou partager des infos. Et ensuite, on aura un dernier quart d'heure qui sera dédié à la préparation de la restitution de cet atelier pour préparer donc, le temps suivant de la journée. Et donc là, je laisse la main à Marie Rosa qui va vous dire rapidement en quoi consiste cette séquence. Oui, donc nous avons un objectif de construction qui nous a été demandé par Baptiste de l'ARB. Il s'agira de décrire ensemble, de rappeler, synthétiser les principales difficultés rencontrées actuellement sur la compensation, trouver les retours positifs, donner des exemples de retours d'expérience qui auront été partagés dans l'atelier, trouver des questions et perspectives qui se soulèvent pour notre région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, dans une perspective peut-être plus large que la compensation, si nous pouvions trouver des pistes de travail à proposer pour la communauté régionale ERC. On peut aller plus loin que la compensation. Et donc, tout ça, on le fera à la fin de l'atelier. Merci. Merci Marie. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux 5 intervenants. Donc là, très rapidement,
pour qu'ils se présentent. Déjà, merci beaucoup à eux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Et donc, sans plus attendre, par ordre alphabétique, Steve Aubry. Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc, Steve Aubry, je suis chargé de mission en compensation écologique au centre INRAE de Grenoble. Et donc, je travaille plus spécifiquement sur l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation de la pertinence écologique des projets de compensation par l'offre et à la demande. Très bien. On a également parmi nous Laure-Hélène Candelier. Oui, bonjour. Donc, Laure-Hélène Candelier, donc je travaille au sein d'un opérateur de compensation qui s'appelle donc Seine et Yvelines Environnement et je suis chef de projet sur ERC et biodiversité. Voilà. Merci. On a Monsieur Duriez. Oui, bonjour. Donc Marc Durier. Donc moi, je suis chef de projet développement solaire chez Neoen. Donc je m'occupe du développement des projets depuis la sécurisation foncière jusqu'au passage à la construction après l'obtention de l'ensemble des autorisations. Merci. Mathias Gaillard. Oui, bonjour à tous. Mathias Gaillard, donc Oxao. Nous, on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales pour leur rôle justement sur la séquence éviter, réduire, compenser, et ZAN indirectement, et notamment sur des opérateurs territoriaux de compensation. Merci. Et enfin, Vincent Pereira. Oui, bonjour. Donc Vincent Pereira, chef de projet biodiversité au sein de CDC Biodiversité. Et donc, nous, on accompagne différents porteurs de projets dans le cadre de leur démarche de compensation, que ce soit à la demande ou par l'offre. Très bien, merci à vous 5. Donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commencer par une intervention de Monsieur Durier, donc, qui va nous faire partager son point de vue de porteur de projet confronté à cette fameuse séquence ERC. Voilà, donc quelles sont, d'après voilà, votre expérience, à la fois vos besoins et les difficultés que vous avez pu rencontrer face notamment à la phase de compensation. Donc, rebonjour à tous. Merci pour la prononciation, c'est pas grave. Je progresse. C'est habituel, c'est pas de souci. Voilà, j'ai préparé un petit support parce que ça fait le grand écart entre le contexte du développement d'un projet solaire en France jusqu'à la recherche de compensation environnementale, qui est vraiment un tout petit morceau dans l'ensemble de ce processus. Donc, je vais d'abord parler vraiment du contexte du développement solaire, parce qu'aussi, on parle de différents domaines d'activité, mais tous ne sont pas donc soumis aux mêmes règles ni aux mêmes contraintes et n'ont pas la même actualité. Donc, nous sommes une filière en pleine ébullition, donc on répond à des objectifs de développement solaire au niveau de l'État qui sont très très forts, qui sont inscrits au plan pluriannuel de l'énergie, notamment de 2018, qui prévoit une multiplication par 6 de la production solaire entre 2017 et 2028. Donc, on a un fort dynamisme déjà poussé par l'État avec des objectifs en Nouvelle-Aquitaine très élevés, donc d'une forte augmentation des ENR dans le mix énergétique et jusqu'à 100% d'ENR en 2050. Donc, on est une filière soutenue par la succession d'appels d'offres de l'État, donc les appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, donc qui tombent tous les 6 mois, avec donc une puissance appelée donc, auquel on doit candidater. Pouvoir candidater à ces appels d'offres de l'État, aussi, on doit répondre à différents critères d'éligibilité. Donc, il y a des critères d'urbanisme quand même qui sont assez… Enfin, il faut avoir toutes nos autorisations et aussi répondre à différents critères en termes d'urbanisme. Donc, tous les terrains ne sont pas éligibles, loin de là. Et tous les projets potentiels non plus. On est aussi de très nombreux acteurs sur le marché pour donner un petit peu de visibilité par rapport à un marché qui bouge beaucoup, qui est très récent. C'est qu'il y a les opérateurs historiques. Alors, quand je parle historique, c'est entre guillemets, parce que c'est une filière très, très récente, donc qui sont identifiés, que ce soit des grands groupes ou alors des sociétés, je dirais, qui sont montées avec la poussée de la transition énergétique comme la nôtre. Les sociétés émergentes, donc je dirais régulièrement nous-mêmes, on découvre l'existence de nouvelles sociétés. Et aussi la venue de l'étranger, d'opérateurs, puisque finalement la France part à travers ses appels d'offres aussi, alors subventionne en partie ses tarifs d'achat d'électricité
à ces appels d'offres. Et aussi, on a un tarif qui est assuré pour 20 ans. Donc, finalement, ça fait aussi venir des sociétés de l'étranger pour venir développer des centrales photovoltaïques en France. Donc, on est un très fort dynamisme. Ça pousse énormément. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Et par contre, parallèlement, on est quand même en retard sur les objectifs fixés par l'État. Donc, je vais vous reprendre un petit peu, je dirais, depuis le démarrage d'un projet jusqu'au stade de la recherche de compensation de manière très, très accélérée. Donc déjà, pour démarrer un projet, il faut déjà une maîtrise foncière. C'est pas anodin, hein, parce que c'est tout de suite, quand on démarre un projet, on est déjà à l'échelle de la parcelle, on est déjà sur une échelle assez petite par rapport à ce que ça peut être pour d'autres types de projets, voilà, de différents types de projets qui peuvent se faire par ailleurs. Aussi, il faut une compatibilité entre l'utilisation actuelle du terrain, l'utilisation qu'on peut prévoir par la suite et la centrale solaire, la proximité d'un poste source, puisque si on a un raccordement trop long, c'est un projet qui n'est pas rentable. En termes d'urbanisme, il faut à la fois qu'on soit compatible permis de construire et compatible aux critères de l'ACRE. Donc, aussi l'ACRE, c'est une majorité des centrales qui sont destinées à avoir un tarif acheté par l'État. Bon, après, il peut y avoir des contrats privés, mais ça, c'est quand même plus marginal et c'est quand même moins fréquent. Faut quand même qu'on ait déjà une première idée des enjeux écologiques sur le terrain avant d'y mettre les pieds et assurer une accessibilité locale, une appropriation des personnes au local, donc soit des élus et puis de la population locale pour pouvoir déjà mettre le projet sur de bons rails. Donc, je passe à la suite. Donc, pour vous rappeler, alors très, très rapidement, hein, c'est assez complexe, mais le cycle de vie d'un projet photovoltaïque. Donc, on parle de la prospection foncière. On développe le projet donc avec les études environnementales. Donc nous, on dépose des permis de construire hein, qui sont instruits au niveau préfecture via la DDT, urbanisme, donc avec les différentes autorisations selon le contexte, autorisation de défrichement, enfin demande d'autorisation de défrichement, demande d'études préalables agricoles par rapport à lorsqu'on est sur des terrains agricoles et par extension également lorsqu'on touche des espèces protégées, une demande de dérogation espèces protégées instruite par l'ADREAL et puis qui ensuite va jusqu'au CNPN ou CRSPN selon le cas. Donc, une fois l'obtention de toutes nos autorisations, ensuite, on doit présenter notre candidature aux appels d'offres de la CRE. Puis, une fois qu'on est lauréat, on lance la construction. Donc, ensuite, une fois qu'on a construit, on exploite. On fait la maintenance et puis à la fin, donc on démantèle à la fin de la centrale. La centrale est prévue pour durer 30 ans. Voilà. Donc bon, faut dire le parcours en très rapidement. Et bon, là, on va s'intéresser, on va faire vraiment un gros zoom sur la partie dérogation espèces protégées ou surtout enjeux biodiversité lorsqu'on est dans ce type de projet. Donc, on va passer à la suite. Voilà. Donc, sur les enjeux biodiversité, alors, comment on s'y prend par étapes? Donc, au lancement des études, déjà, on se fait une première idée sur les enjeux. Si les enjeux sont trop importants, on se pose un peu la question aussi de continuer le projet. À la fin d'état initial, donc, on essaie d'éviter au maximum les enjeux. Hein. C'est pas très compliqué sur le papier. Il s'agit de s'implanter là où les enjeux sont moins forts. Malgré tout, si on voit qu'on a on va dire en proportion entre garder une implantation et pouvoir continuer à développer ce projet, on met en place des mesures de réduction. Bon, après, ça va, je dirais, le classique, c'est adapter les périodes de chantier. Bon, ça se fait un peu partout. On peut imaginer d'autres mesures, j'en ai pas forcément en tête. Mais bon, voilà, les mesures de réduction, hein, ça, c'est le schéma ERC. Et si vraiment on n'y arrive pas, mais qu'on veut quand même continuer à développer ce projet, c'est vrai que globalement, on est quand même de plus en plus réticent à passer à l'étape suivante, qui est de passer à la demande de dérogation espèces protégées lorsque notre projet ne peut plus faire autrement qu'impacter des espèces protégées, malgré toutes les mesures précédentes. Donc, on se pose quand même beaucoup la question, parce que pour tout de suite, ça représente aussi pour notre part, on est des industriels, un coût très important, un surcoût très important, et forcément, on se pose quand même sérieusement la question de savoir si l'importance du projet vaut le coup d'aller jusque-là ou pas.
Après, les étapes, lorsqu'on fait une demande de dérogation espèces protégées, forcément, c'est au-delà des enjeux environnementaux, c'est recherche de la compensation. Donc, en premier lieu, c'est de la recherche de la compensation locale. On cherche des terrains autour. J'étais sur la slide précédente, si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Donc, recherche de la compensation locale, donc à travers les propriétaires fonciers, le réseau qu'on a pu développer en local, la mairie, ça peut être aussi une bonne solution de faire de la compensation sur des terrains communaux. Et si on ne trouve pas de compensation identifiée localement, là, on fait appel à un opérateur de compensation. C'est un exemple, justement. Voilà, on trouve un petit peu par tous les moyens de trouver des compensations, souvent un peu plus éloignées, pour trouver les bons terrains qu'il faut. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Hop. Donc, la compensation environnementale. Alors, je vais vous faire un petit retour des constats rapides en fait, sur ces différentes recherches. Donc, ça provient d'une d'expérience personnelle, d'expérience aussi de mes collègues. Je dirais c'est un sujet de conversation récurrent. Donc, je dirais c'est pas forcément un retour complet, mais bon, voilà, ça mérite déjà de faire un premier tour. Déjà, en premier lieu, donc à travers les retours du CNPN, lorsqu'on a déposé notre dossier du CNPN, un constat, c'est qu'on nous appelle des fois, face à nos solutions de compensation qu'on a proposées, de finalement nous proposer d'éviter. Donc, c'est-à-dire, en gros, de revenir au stade évité, c'est-à-dire, en fait, remettre en question l'existence du projet à partir de cette demande-là. Donc, ce qui fait que ça ne répond pas forcément à la question, dans le sens où nous, on a dit, on veut continuer le projet, essayer de trouver des compensations pour, et on nous répond, la solution, c'est en fait pas faire le projet. Donc, voilà, je dirais, des solutions qui ont un petit peu une situation un peu de blocage, on va dire, sur lequel voilà, il y a des solutions à trouver. Aussi, par rapport au fait de trouver de la compensation, c'est vrai qu'on peut se faire aussi des réflexions sur la cohérence territoriale. Alors ça, on a eu l'occasion de discuter auparavant dans le cadre du groupe de travail avant aujourd'hui, puis un petit peu aussi dans le cadre des discussions tout à l'heure, parce qu'elle est strictement dirigée quand même par les opportunités foncières. Un propriétaire va être d'accord, le voisin va peut-être vouloir faire un projet complètement différent sur le côté. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un millefeuille, enfin, je ne sais pas un millefeuille, mais je dirais un maillage du territoire qui n'est pas forcément très, très coordonné. Trouver le bon terrain, ça demande aussi des fois un travail quand même extrêmement important pour trouver la bonne parcelle qui correspond aux bonnes espèces protégées impactées. Et après, on peut trouver aussi de la discontinuité dans le territoire en termes de projets de compensation. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment sur les opportunités foncières. Et également, les difficultés d'application. Alors, on finit par faire aussi des plans de gestion environnementaux complexes, assez poussés, sur lesquels on n'a pas forcément non plus, sur une longue durée, on doit aussi s'engager sur une durée importante. On n'est pas forcément structuré pour. C'est vrai que nous, notre première mission, c'est quand même développer des centrales et puis fournir de l'énergie. Donc, c'est vrai que je dirais c'est un sujet annexe, mais qui est extrêmement, extrêmement prenant et sur lequel il y a un suivi quand même extrêmement, extrêmement précis à faire. Et je pense qu'il est aussi de la même manière pour les administrations. On est aussi sur des plans de gestion environnementale qui sont aussi également très complexes et très nombreux à suivre aussi pour l'ADREAL de leur côté, et aussi une évolution de la réglementation. Alors justement, sur l'application de certains cas, on a des superpositions réglementaires, une nouvelle réglementation qui tombe 2-3 ans après les autorisations et la validation du plan de gestion, qui fait qu'en fait, on est obligé de modifier, ou il y a des réflexions, des retours en arrière sur des plans de gestion environnementaux qui sont validés. Voilà, je dirais que c'est un petit retour un petit peu des difficultés qu'on peut rentrer dans le cadre de la recherche et de la mise en place de ces mesures de compensation environnementale. Merci beaucoup. Donc pour poursuivre, je vous propose de donner la parole donc à Steve Aubry, qui va nous rappeler le cadre plus réglementaire, technique des différentes possibilités de compensation. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Là, c'est en plein écran la présentation? Super. Oui. Bon, c'est parti. Alors, donc moi, effectivement, on m'a demandé de vous présenter un petit peu la compensation écologique et de vous introduire les enjeux autour des sites naturels de compensation.
Donc voilà, je ne vais pas revenir sur ce schéma que vous commencez à bien connaître tous. Juste, je vais encore rappeler que la compensation, c'est bien la dernière étape de la séquence ERC et que le but de cette séquence, c'est bien d'arriver à un objectif de non-perte nette. Donc, cette dernière étape, il y a 2 modalités de réponse qui sont possibles. La première, c'est la compensation à la demande, dans laquelle, donc, ça a été abordé précédemment, un aménageur qui, après évitement, réduction de ses impacts, eh bien, doit compenser des impacts résiduels, a soit la possibilité de réaliser cette compensation par lui-même ou de faire appel à un opérateur de compensation à la demande. Il va y avoir une sécurisation du foncier, la réalisation d'une stratégie de gain écologique sur ce foncier pour obtenir des gains écologiques qui soient au moins équivalents aux pertes engendrées par le projet d'aménagement, avec à chaque fois un contrôle des services de l'État qui veille à la bonne application de la séquence ERC. Ensuite, il y a une modalité qui est plus récente, qui est la compensation par l'offre, qu'on appelle aussi les sites naturels de compensation. Dans cette modalité-là, vous allez avoir un opérateur dit de SNC qui va réaliser les mesures de compensation en anticipation de futurs impacts et qui va donc lui aussi sécuriser du foncier, réaliser une stratégie de gain écologique et générer des gains écologiques sur ce foncier-là. Et dans ce dispositif, les gains écologiques qui sont générés sont traduits sous la forme d'unités de compensation. Et ces unités de compensation, elles vont pouvoir être revendues auprès d'aménageurs qui auraient impacté les mêmes composantes de biodiversité que celles restaurées sur le site naturel de compensation, et ce, dans une certaine aire de service autour du SNC. Donc voilà, et là aussi, donc, il y a un contrôle des services de l'État qui veille à la bonne application de la séquence ERC et qui va notamment aussi vérifier l'éligibilité des projets d'aménagement aux unités de compensation du SNC, puisque bien sûr, là aussi, il y a le principe d'équivalence écologique et puis de proximité fonctionnelle qui doit être respecté. Pour être site naturel de compensation et vendre des unités de compensation, vous devez avoir un agrément qui vous est délivré par les services de l'État au cours d'une procédure. Donc, le porteur de SNC élabore un dossier de SNC dans lequel il va détailler son projet et ensuite, il va le soumettre aux services du ministère qui vont évaluer la pertinence du projet et vérifier que ce SNC va effectivement générer des gains écologiques et que ces gains seront pérennes sur à minima 30 ans. En fonction de cette évaluation, donc soit on peut vous refuser l'agrément, soit on vous délivre l'agrément. Et une fois que vous avez cet agrément, vous pouvez vendre des unités de compensation aux différents maîtres d'ouvrage qui vous en feraient la demande. Et une unité de compensation donc, correspond donc à une prestation de gain écologique qui est à la fois délimitée dans le temps et dans l'espace. Par exemple, ça peut correspondre, une unité de compensation, à 1 hectare d'habitat qui serait restauré, suivi et géré sur au moins 30 ans et qui bénéficierait à des cortèges d'espèces au rétablissement de fonctions écologiques qui sont donc à définir dans les unités de compensation. L'achat d'une unité de compensation, ça ne correspond pas à un transfert de responsabilité légale à compenser, c'est-à-dire que c'est le maître d'ouvrage qui est toujours responsable devant la loi de l'efficacité de sa compensation, et il n'y a pas de transfert de droit de propriété ou de vente d'éléments de biodiversité. Et le prix d'une unité de compensation, elle va inclure tous les investissements du porteur de SNC pour la réalisation du gain écologique, donc que ce soit la sécurisation du foncier, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de compensation, le suivi, la gestion sur au moins 30 ans, et puis éventuellement les coûts de transaction. La compensation par l'offre en France, elle a débuté donc en 2008 avec le projet pilote de Cossure qui est porté par CDC Biodiversité dans la plaine de Crau. Et donc, cette expérimentation-là, elle a été élargie en 2011 avec un appel à projet du ministère auquel ont participé un certain nombre d'acteurs. Et donc, ces différents projets ont fait l'objet de conventions d'expérimentation SNC avec le ministère. Et c'est vraiment en 2016, par contre, que la notion d'offre de compensation est rentrée dans la réglementation française avec la loi biodiversité. Et en 2017, vous avez eu un décret et un arrêté qui ont précisé les modalités de mise en œuvre des SNC, notamment avec que dorénavant, il fallait avoir un agrément SNC. Et puis, on a également précisé la composition du dossier de demande d'agrément SNC. Donc, la date limite pour les expérimentations pour déposer une demande d'agrément, c'était donc en 2019.
Et donc, les expérimentations qui l'ont souhaité ont fait une demande, et notamment Cossure, qui a obtenu son agrément en 2020. Et par rapport à ce qui a été dit ce matin, donc, voilà, c'est vraiment le seul SNC qui a agréé aujourd'hui, c'est Cossure. Voilà pour la petite présentation du contexte. Merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Durier, vous voulez réagir, vous, du coup, en tant que porteur de projet, à quelles ressources localement vous faites appel pour trouver des sites de compensation? Là, du coup, moi, j'ai eu justement la possibilité de travailler récemment avec la CDC Biodiversité. Donc, on continue à travailler ensemble sur le projet photovoltaïque de Portez, donc, là, qui va rentrer en construction ces temps-ci. Donc, on était sur un contexte où justement, c'était un projet assez ancien, donc, sur lequel il y avait, je dirais que les choses étaient traînaient un petit peu sur la longueur. Donc, voilà, on a cette configuration-là. Ce qui fait, puis bon, on ne voyait pas forcément d'issue en local aussi pour trouver des choses qui étaient inspirantes. Et il fallait aussi aller vite, dans le sens où c'était un avis favorable avec réserve, donc, du CNPN, qui sait qu'on avait des compensations à trouver. Et on avait quand même du mal à s'engager avant qu'on soit lauréat un appel d'offres à la Creux. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça a duré autant de temps. Et donc, on a fait une recherche de compensation environnementale uniquement cette année, une fois qu'on était lauréat un appel d'offres pour lancer la construction en cette fin d'année. Donc, on est sur une ancienne carrière qui a été reboisée. Alors, vraiment carrière ancienne, hein, ce qui fait que le reboisement a été quand même beaucoup plus récent, ce qui fait que, pour ceux qui connaissent un petit peu le contexte, normalement, une carrière réaménagée en reboisement n'est pas éligible à la Creux. Or là, on était vraiment sur une ancienne carrière qui a été reboisée beaucoup plus tard. Donc, c'est ce qui a fait que ce site était éligible, et qui est également un lieu de dépôt de déchets sauvages. Donc, on a une surface d'un peu moins de 10 hectares, une puissance installée qui est prévue à un peu moins de 5 mégawatts. Alors, c'est un projet sur lequel on a eu énormément de difficultés, hein. C'est un projet qu'on a démarré en 2011. On a eu donc je pars sur le calendrier, une autorisation de défrichement en 2016, un permis de construire obtenu en 2017, et on a eu un avis CNPN favorable avec réserve en 2017, et on a attendu un petit peu d'être lauréat pour avancer, pour justement finir notre dossier et obtenir notre dérogation SS protégée en 2021. C'est un projet en fait qui a eu pas mal de difficultés de développement. Alors, une fois qu'on a obtenu nos autorisations, il a fallu trouver un tarif d'achat qui nous permette à la fois de ne pas perdre d'argent avec ce projet, qui puisse, je dirais, être acheté par l'État dans des conditions acceptables. Et on a proposé un tarif d'achat trop élevé, ce qui fait qu'en fait, on passait jamais aux appels d'offres de la Creux. Donc, comme on n'avait pas notre tarif d'achat d'électricité, on ne pouvait pas construire la centrale. Et bon, après, je dirais, en resserrant les prix, tout ce qu'on a pu, on a pu être lauréat Creux Innovation, qui est aussi avec une solution innovante sur le suivi de maintenance des panneaux. Je ne vais pas trop partir dans le détail. Et c'est un projet qui a eu pas mal de difficultés. Donc, il a été amputé au sud, puisque c'est le lieu de passage du passage de la future ligne LGV Bordeaux-Toulouse qui, je dirais, a réduit notre surface. Un raccordement éloigné, donc on est à mi-chemin entre deux postes sources qui sont chacun à 15 ou 16 km. Et un poids financier. Et en fait, là, on se retrouve quand même dans une configuration particulière. Donc, on a dû faire une demande de dérogation SS protégée par rapport à des amphibiens qui étaient, je dirais, dans les parties basses. Il y avait un petit peu de lotier. Bon, voilà, il y avait un petit peu d'espèces et un petit peu de plantes, on va dire, pour pas trop partir dans le détail. Mais donc, on avait des mesures de compensation environnementale qu'on avait budgétisées, et on avait la double peine, c'est aussi évacuer les déchets sauvages qui étaient sur place. Donc, on se retrouvait à la fois avec des déchets, donc un environnement, finalement, quand on connaît le site, on se dit il sera peut-être mieux avec une centrale photovoltaïque que laissé tel quel, avec des déchets sauvages. Mais il y avait aussi les mesures de compensation environnementale qu'on a budgétisées, qui aussi nous empêchaient de construire le projet. Donc, en fait, on avait un petit peu des deux.
Et bon, ben, voilà, on a avancé une fois qu'on était lauréat, et puis du coup, on a travaillé à la CDC Biodiversité. Il se trouve qu'en discutant avec la mairie, voilà, pour gérer, compléter un petit peu les retombées fiscales, bon, les communes n'ont pas grand-chose, hein, sur les projets photovoltaïques. On a pu faire de la compensation environnementale, donc prévoir de la compensation environnementale sur une ancienne gravière qui appartient à la commune, donc qui se trouve à 1 kilomètre, et là, du coup, sur des habitats analogues à la carrière, puisque voilà, on est sur 2 anciennes carrières, donc ça tombe bien, et une parcelle forestière à Budos, donc à une 25-30 km, donc de 9 hectares. Et puis, bon, on est en train de mettre tout ça en place pour la rédaction du plan de gestion environnementale. Bon, voilà, c'est un exemple de retour d'expérience où là, justement, le sujet compensation environnementale je dirais, nous a pas aidé à sortir le projet en termes de coûts, mais là, pour lequel, justement, il y a eu à la fois un petit peu de compensation locale et puis un petit peu aussi de recherche par un opérateur de compensation. Très bien, merci. Donc, ça me fait la transition, parce que là, maintenant, je vais donner la parole successivement donc, à 3 structures qui interviennent aux côtés des porteurs de projets pour les aider justement à élaborer leurs mesures de compensation. Donc, d'abord, le GIP Seine-Yvelines Environnement. Donc, l'idée de l'intervention, là, c'est de présenter la structure, son rôle en matière de compensation. Et puis après, voilà, donc 3 structures vont se présenter successivement dans ce nouveau temps de l'atelier. Donc, je donne la parole à Madame Candelier. Pas de souci. Ouais, vous m'entendez bien? Ça marche Merci, bien. parfait. Super. Oui, donc du coup, moi je travaille, un peu comme la CDC, donc on était des opérateurs de compensation. Donc alors à préciser que moi du coup, je travaille pas, en Nouvelle-Aquitaine. Nous on travaille donc en Île-de-France et notamment sur le 78 et le 92. Mais du coup, pour bien vous expliquer, on est en fait un groupement d'intérêt public. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un statut un peu spécial. Donc en fait, c'est un GIP, donc groupement d'intérêt public. En fait, ça exerce des activités d'intérêt général. Donc par exemple, on peut aider les porteurs de projets à trouver des terrains de compensation. Et en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce à une adhésion des membres. Donc l'adhésion, est annuelle et les membres par contre, peuvent bénéficier, enfin, de rentrer dans le GIP, seulement si en fait ils sont soumis au marché public. Donc ça, c'est une contrainte, du coup pas mal pour les privés parce que, voilà, tout le monde n'est pas forcément soumis au marché public, pour adhérer à notre GIP. Juste pour vous donner quelques exemples des membres, donc en gros, on a surtout pas mal, d'agglomérations, par exemple. On a aussi donc des établissements publics comme, Paris-Saclay, par exemple. Métropole du Grand Paris, enfin voilà, ce genre de structures-là. Et on a quand même quelques structures privées, comme, Lafarge Granulat, Suez et puis aussi une, société d'économie mixte d'aménagement qui s'appelle, Stalios. Mais voilà, globalement, c'est quand même assez des adhérents, publics, qui sont soumis à des marchés, publics. Je vous ai pas dit, mais du coup, la création du GIP a été, faite notamment grâce, au CD, donc au département du 78 et du 92. Et alors l'avantage, de ces membres, c'est quoi? C'est qu'en fait, du coup, on n'a pas besoin de passer d'appel d'offres, avec eux. En fait, on a un contrat qu'on appelle de quasi-régie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est, en direct, on fait un contrat et hop, on peut tout de suite commencer la prestation sans passer par, des appels d'offres. Donc c'est assez avantageux, pour eux et pour nous aussi, du coup. C'est un gain de temps qui est quand même assez pratique, surtout quand les projets sont pressés, études d'impact, autorisation et cetera. Voilà et donc après donc les missions, quelles sont-elles? Donc du coup, on a 3 grosses missions, principales. Donc la première, c'est, vraiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on va vraiment aider, les porteurs de projets à décliner, la séquence ERC, dans son entièreté. Donc là, on les aide vraiment sur l'évitement et la réduction au maximum et après sur la compensation, on a une particularité, plus technique, c'est-à-dire qu'on est amené à écrire vraiment dans le dossier, donc à trouver déjà les fonciers, ce qui n'est pas une mince affaire, les sécuriser le foncier et puis donc voilà, donc vraiment bien écrire les mesures, précisément, dans le dossier ainsi que, le plan de gestion sur, 30 ans ou, 50 ans en fonction des demandes. Donc ça, c'est voilà. La deuxième grosse mission qu'on a, c'est, la suite, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi la maîtrise d'œuvre. Donc on va, nous, réaliser les mesures, sur les sites qui ont été sélectionnés. Alors, je dis «nous», mais nous, on n'a pas de voilà, on n'a pas de pelleteuse, on n'a pas de machine en propre, donc on passe par des marchés. C'est nous qui rédigeons les marchés et donc les personnes, des entreprises de génie écologique notamment, peuvent répondre et ensuite on fait la sélection et on travaille avec eux, mais c'est nous qui coordonnons, toutes ces étapes-là. On vérifie, les travaux, on réceptionne les travaux et c'est nous qui suivons ensuite la gestion.
sur les 30 ans, sur les 50 ans. Et la dernière mission qu'on a du coup dans notre GIP, c'est le développement durable. Donc ça, c'est assez récent. Donc là, on aide surtout pour l'instant le 78 du coup dans ce volet-là. Mais l'idée, c'est de les aider là, notamment sur le carbone, donc à faire des bilans carbone, avoir les postes qui sont très consommateurs et les aider à réduire donc leur empreinte carbone de manière générale. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer. On essaie de développer une offre de développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Donc, si on poursuit, on a également donc Oxao. Donc, merci de nous rappeler, pareil, quelle est l'origine de cette structure et son rôle aux côtés des porteurs de projets. Ouais. L'origine, elle vient justement de ce sujet ERC et en fait j'ai envie de dire d'un outil qui nous semble vraiment intéressant pour l'aménagement du territoire. Je parle souvent aussi, là je vais parler aussi avec deux casquettes, je pense qu'il est important de le rappeler. Il y en a une qui, on va dire, un professionnel par rapport à ma formation, mes compétences qui correspondent au sujet, et celle de citoyen, c'est-à-dire que j'ai grandi en fait dans cette région, dans le département de la Dordogne, qui est très beau. Et voilà, donc j'ai aussi, j'ai envie de dire, une approche, on va dire, d'un habitant qui voit et qui voudrait voir aussi son territoire aussi se développer, on va dire, pour aussi le bien-être et le bien-vivre. Donc, on a un peu voilà. J'ai toujours un peu ces deux casquettes-là et pas seulement professionnelles, j'ai envie de dire. Voilà, en fait, quand on a vu en fait la présentation, en fait, pendant les études d'ailleurs, le GIP des Yvelines était venu présenter un peu son approche. On connaissait le sujet de la compensation écologique, du manque qu'il y avait d'anticipation. Voilà, souvent les compensations n'étaient pas faites, tout simplement. On s'est dit, moi je me suis dit comment ça se fait dans les 5 lauréats, il n'y en a pas un en fait dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est dommage en fait, il pourrait y avoir un acteur de ce type et notamment des collectivités territoriales parce qu'on trouvait justement l'exemple du GIP, d'Herven aussi était intéressant, le CDC aussi dans une mesure, mais le GIP des Yvelines était vraiment intéressant. Mais pourquoi pas en fait l'envisager dans la région Nouvelle-Aquitaine? Et c'est comme ça en fait qu'on a développer, j'ai envie de dire, une étude de faisabilité d'opérateurs territoriaux de compensation pilotés par les collectivités territoriales. Donc, on allait voir quatre collectivités. Donc, c'était un peu, on cherchait en fait aussi la bonne échelle de gestion d'un territoire. Je reviendrai un peu l'intérêt en fait qu'il pourrait y avoir que ce soit un territoire qui pilote. Il y a eu l'aire métropolitaine bordelaise, la communauté d'agglomération bergeracoise, le département des Landes et le département de la Gironde. On a regardé en fait on va dire les bénéfices écologiques, sociaux et économiques que pourrait avoir en fait l'émergence d'une proactivité sur la séquencivité réduire compensée des collectivités territoriales. Au niveau écologique, ça a été un peu dit déjà, c'est qu'en fait on peut anticiper, on peut restaurer avant d'impacter. Je veux dire, au bout d'un moment, je pense que tout le monde déplore un peu ce sujet-là et éviter les mesurettes. C'est-à-dire, avec les unités de compensation, on peut aussi faire de grandes compensations qui sont quand même plus intéressantes pour le territoire. Voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très intéressant sur un territoire. J'y reviendrai peut-être par rapport à la capacité de charge environnementale qui est un peu après, mais qui est qu'en fait, on peut limiter l'évitement quand c'est une collectivité territoriale qui sait la compensation qu'elle a disponible pour son territoire. J'y reviendrai un petit peu. Et voilà, en fait, on a vu plusieurs bénéfices de le lier aussi à d'autres politiques publiques, que ce soit les ENS, mais aussi la transition agricole. Le département des Landes, par exemple, envisageait un opérateur ERC écologique, agricole et forestier. Je trouve encore que c'est une très bonne idée parce qu'en finalement, on était déjà un peu en avant sur en fait un opérateur de zéro artificialisation nette. C'est un petit peu ça qui était envisagé. Je trouve ça très, très bien. Le département de la Gironde, qui est déjà bien équipé aussi, justement avec Gironde Ressources, en fait, pour être même pas dans une dynamique de compensation et de zéro perte nette, mais même de restauration et de régénération des écosystèmes comme un projet de territoire. Voilà à peu près ce que je peux dire. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir un bon exemple. C'est Épidore, donc c'est le bassin de la Dordogne,
qui là vient de lancer une stratégie de restauration des milieux naturels. C'est là on voit en fait que on pourrait cumuler en fait plusieurs leviers, dont la compensation pour restaurer ces milieux naturels, mais qui répondent à d'autres objectifs de politique publique qui sont le label UNESCO, le tourisme, la transition agricole et le bien vivre, je pense aussi des habitants le long de la Dordogne. Voilà à peu près, je m'arrête là. Très bien, merci pour cette première présentation, première prise de parole. Et donc maintenant, Vincent Pereira sur CDC Biodiversité. Donc même question, voilà, quelles sont les missions de votre structure en matière de compensation? Oui, alors nous, on intervient effectivement comme opérateur de compensation, alors que ce soit à la demande ou à l'offre, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, peut-être contrairement à Oxao, nous, on travaille beaucoup avec les opérateurs privés. Ce n'est pas un souhait de notre part, hein, c'est un constat que l'on fait aujourd'hui. Et on les accompagne à la fois dans la recherche des terrains de compensation, mais aussi dans la mise en œuvre et le suivi de leur compensation sur la durée de leurs engagements. Donc, on a cette capacité d'être opérateur de long terme, à pouvoir porter ces engagements, même si effectivement, comme ça a été rappelé, c'est toujours le maître d'ouvrage qui est juridiquement responsable. Nous, on a la capacité à pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre et puis dans l'atteinte des obligations de résultats, puisqu'il y a cette obligation de résultat qui est imposée par la Biodiversité 2016. Donc, soit on intervient à la demande et on fait des prospections foncières pour trouver des terrains qui sont éligibles, avec évidemment un réseau de partenaires que l'on peut mobiliser, que ce soit la SAFER, les chambres d'agriculture, les opérateurs fonciers, enfin toutes les structures qui peuvent être des relais intéressants pour nous pour mobiliser du foncier, parce que c'est un levier quand même important pour l'efficacité de la mesure compensatoire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure par le biais d'outils type SNC ou d'autres, hein, mais c'est vrai que l'accès au foncier est sans doute le premier maillon à franchir pour pouvoir avoir une compensation à la fois efficace et puis aussi, je dirais, raisonnable en termes de délai. Et là, je pense notamment aux opérateurs qui ont des exigences aussi souvent très contraintes en termes de procédure et de planning. Donc, on essaie de faire au mieux quand il s'agit d'une compensation à la demande, mais il faut reconnaître que forcément, on travaille toujours en mode dégradé et l'anticipation qui est nécessaire, alors évidemment pour l'évitement et la réduction, ça on n'y revient pas dessus, mais également pour la compensation, pour avoir vraiment un projet de territoire et une cohérence territoriale, comme l'a rappelé Marc Durier ou Mathias juste avant, c'est vrai qu'il faut anticiper. Et cette anticipation, on essaie d'y répondre par la mise en place d'une offre de compensation en anticipant des réserves foncières, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Bon, le site de Caussure est je dirais, l'archétype hein, avec le SNC, mais il y a peut-être d'autres moyens d'anticiper ces réserves foncières et c'est ce qu'on essaie donc de mettre en place. Voilà, donc avec toujours l'articulation, si possible, avec les documents de planification et puis une cohérence territoriale. Donc finalement, pour résumer, nous, on est plutôt un chef d'orchestre. On met en musique à la fois, parce que comme le GIP, hein, on n'est pas équipé avec des entreprises, enfin des moyens pour faire des travaux. Donc mais par contre, on a un réseau de partenaires que l'on peut mobiliser, que ce soit des bureaux d'études, des entreprises de génie écologique ou des opérateurs fonciers que l'on mobilise pour être sûr que la compensation soit mise en place, s'assurer qu'il y ait un suivi qui soit réalisé et une efficacité qui soit au rendez-vous. En tout cas, c'est le pari que l'on fait. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, ce matin, on a senti beaucoup d'attentes, beaucoup de questions sur les SNC. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi cet atelier, je vous propose maintenant une séquence un peu plus spécifique à ce dispositif, puisqu'il se trouve donc que trois de nos intervenants sont confrontés à cet outil. Donc peut-être que Laure-Hélène Candelier, vous pouvez commencer pour nous faire part de votre expérience en la matière. Pourquoi votre structure s'est intéressée à ce dispositif-là? Pourquoi elle avait souhaité proposer un site et finalement quelles difficultés ont été rencontrées?
Oui, tout à fait. Et ben oui, en fait, donc je rebondis en effet sur ça, c'est-à-dire que nous, à la base, on a voulu participer donc à l'appel à projet que a bien rappelé, Steve, tout à l'heure, de 2011 parce qu'en fait, le département des Yvelines, du coup, désolée, je parle vraiment de l'Île-de-France, mais bon, voilà, ça c'est un peu partout pareil, hein, en fait, avait vraiment envie d'avoir une vision donc très globale, comme, aussi on en a parlé avant, c'est d'anticiper, en fait, vraiment les besoins sur le territoire. Parce que, à l'heure actuelle, il est compliqué d'anticiper vraiment les besoins en termes de compensation et si on ne peut pas les anticiper, c'est dommage, on ne peut pas les mutualiser alors que ça pourrait en effet être intéressant. Donc, l'idée c'était vraiment ça, c'était que le département se disait, en plus comme il est aménageur, d'avoir une vision assez globale sur son territoire, de savoir quel projet allait émerger, quel type de compensation il pouvait, enfin on pouvait avoir besoin et aussi de maintenir un équilibre entre donc, les espaces naturels, enfin les espèces naturelles sensibles par exemple, les terrains agricoles, et les zones urbaines, quoi. Voilà, donc c'était vraiment dans cette idée-là qu'au début, on s'est lancé dans ce projet fou. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de regarder les sites qui étaient intéressants pour proposer un SNC. En 2015, donc en fait, le département a acheté un site, de 6 hectares, seulement, qui s'appelle Mare-à-Palfour et en fait, du coup, ce site-là avait été acheté dans le cadre de la politique des ENS, donc ça, c'est un point important. Et donc nous, après, on a proposé quand même ce site-là parce que c'était le seul en plus, nous, on venait juste d'apparaître. On a créé notre GIP en 2018, donc c'était vraiment à nos tout début. On a déposé quand même un dossier sur ce site-là en 2019, donc une demande d'agrément comme ça a été rappelé avant là, dans la procédure et finalement on a eu un avis défavorable donc du coup à l'automne, 2020, bon ce qui est assez normal, hein. Mais donc voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a quand même on en fait, enfin voilà, les SNC il y a beaucoup de promesses sur le papier et franchement ça serait super que ça fonctionne aussi bien, mais c'est pas si facile que ça et là je vais vous parler surtout de 2 grosses difficultés que nous on a rencontrées. Donc la première c'est vraiment, vis-à-vis de l'état initial et du gain écologique qu'on a sur le terrain. Donc là, on avait un site de 6 hectares, qui était quand même, relativement refermé. Donc on s'était dit: «Bon, bah, super, on va créer des mosaïques d'habitat, on va réouvrir des milieux et cetera». On va recréer vraiment des cortèges différents. Mais au final, on se rend compte que quand on a déposé notre dossier, c'était pas assez ambitieux et c'est ce qui a vraiment, nous a été retoqué, notamment dans le CNPN, hein. Voilà, c'était pas assez ambitieux, c'était que sur 6 hectares et donc là, on se rend compte que ça, c'est vraiment une grosse problématique. Il faut vraiment qu'on apporte, un dossier qui soit, très ambitieux, donc notamment avec, je pense beaucoup plus de surface que 6 hectares et je pense que ça sera un bon cas d'égal, justement avec la CDC parce qu'eux, ils avaient vraiment beaucoup plus de surface, sur caution et en tout cas, voilà, ça n'a pas facilité le dossier en ce sens, donc je pense que c'est vraiment un point important à garder en tête. Il faut, vraiment démontrer un gain écologique très important vis-à-vis de l'état initial. Sinon, voilà, ça n'a pas enfin, il y a de l'intérêt, mais c'est pas suffisant pour un SNC. Bon, après, ça se comprend tout à fait, hein. Le deuxième point qui était important aussi, c'était, donc l'additionnalité entre justement les sites de compensation et les zonages qu'on peut trouver, notamment Natura 2000 ou là, en l'occurrence, un espace naturel sensible. Nous, dans le dossier, il faut savoir on leur avait dit en fait: «Bon OK, c'est le département qui a acheté au début», parce que nous, de toute façon, on n'existait pas à l'époque, mais on se propose de racheter évidemment le site, de faire, les mesures nécessaires et la gestion et cetera. Enfin, tout était, à notre charge. Le ministère finalement, nous avait dit: «OK, d'accord, sur le principe, ça ne nous pose pas de problème», mais on voit quand même que c'est un souci encore, voilà, on sent que c'est un peu compliqué de se dire: «Bon, on va prendre des terrains publics pour y faire de la compensation». Ça reste délicat, surtout c'est des espèces naturelles sensibles parce qu'on se dit qu'il y a déjà une politique, en place et que donc du coup la compensation là-dessus, ce serait quand même mieux qu'elle soit sur des terrains privés ou sur des terrains où il y a vraiment, je sais pas, du remblai, des pollutions et cetera, où là on aurait vraiment, quelque chose à faire. Mais j'avais juste une remarque, ça peut lancer un débat peut-être par la suite. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aussi quand même que sur les territoires, les ENS et des zonages comme ça sont quand même, avec peu de moyens et en fait, il y a beaucoup de zones qui sont malheureusement, laissées, «à l'abandon» entre guillemets en termes de gestion et ça se referme et c'est dommage parce qu'on pourrait, là, dans le cadre de la compensation par exemple, apporter une vraie plus-value là pour le coup. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très, Oui, Baptiste qui est très Régnery de embêtant. la RB. Oui, Oui, bonjour. vous venez de m'envoyer un message. En fait, vous avez été. D'accord. C'est bon. Vous êtes bien dans l'atelier 3, hein, c'est ça? Baptiste, je crois qu'il y a un Baptiste, problème là. Tu as ouvert ton micro juste D'accord, une fois. j'avais fait. Très bien, j'avais passé le message à l'animatrice. Merci. Baptiste, oui, tu as ouvert ton micro. Aucun Baptiste, tu nous problème. entends?
C'était le Ah, maître du pardon. temps. Désolé, Bon. j'avais oublié de désactiver le son. Il y a une personne qui cherchait à rentrer, c'est bon. D'accord, Désolé. merci Baptiste. Désolé, Madame Candelier, vous pouvez reprendre. Non, non, aucun problème. Et donc du coup, juste le point que je voulais finir, c'était, pour dire que du coup, là, le site, comme, bah, on n'a pas pu avoir l'agrément dessus, il se pose le problème, en fait, de qu'est-ce qu'on en fait? Puisque là, du coup, maintenant, comme on sait qu'on ne pourra pas vendre d'unités de compensation dessus, c'est vraiment, voilà, c'est une problématique financière, autant sur la gestion parce que est-ce qu'on continue de le gérer alors que finalement on ne pourra pas le vendre en unité de compensation? Est-ce que du coup, on peut peut-être, passer sur de la compensation à la demande, mais en même temps, comme entre-temps, on a fait déjà des travaux, d'aménagement pour, justement, avoir des gains écologiques, l'état initial qu'on va faire maintenant, eh ben, il est vachement plus riche qu'à l'époque. Donc, est-ce que de nouveau, on va pouvoir faire d'autres aménagements pour avoir un nouveau gain par rapport à notre nouvel état initial? C'est compliqué et encore, on n'a pas acheté, le terrain en propre, mais, voilà, ça peut, facilement être assez délicat, voilà, de se lancer sur un SNC. Donc je pense que juste pour, voilà, avoir une vision, pragmatique, disons, il faut vraiment bien l'anticiper et co-construire vraiment avec le territoire, même peut-être avec l'État et cetera, pour être sûr que, on va bien dans la bonne direction et que le site qu'on propose sera, vraiment utile, voilà, dans le long terme, quoi. Voilà, c'était juste, mon retour. Très bien, merci beaucoup et d'avoir voilà, dressé tous ces aspects difficiles à concilier. Donc, même question à Mathias Gaillard. Donc, pourquoi s'être intéressé à cet outil des SNC et avec quel succès, quel retour d'expérience? Oui, je l'ai un peu dit, hein, le côté en fait anticipation et de pouvoir le localiser à des endroits qui participent en fait à l'aménagement durable des territoires. C'est quelque chose qui semble complètement intéressant, j'ai envie de dire. Donc, en fait, pourquoi s'en priver? Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ça a été dit par Vincent. Enfin, je pense que tout le monde est un peu d'accord là dans les intervenants. Aujourd'hui, si on restaure, en fait, avant d'avoir un impact, quoi qu'il arrive, on a déjà fait quelque chose pour la biodiversité parce que voilà, les espèces ne se mettent pas sur le côté pendant un an à nous regarder en train de faire le chantier. Il leur faut quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment investi le sujet des sites naturels de compensation. On a voulu déposer un site naturel de compensation qui est un peu l'équivalent en surface de celui de Laure-Hélène. Pareil, on a été retoqué essentiellement sur ce sujet de petite surface. Je trouve pas ça pertinent d'être retoqué parce que c'est une petite surface. Alors, parce que déjà, maintenant, ce site-là, on avait réussi à motiver les propriétaires. Maintenant, c'est une plateforme logistique. Donc là, l'Azuré du Serpollet, je crois que c'était… Bah, voilà, il a pris ses bagages, il a dit au revoir, quoi. Et de deux, en fait, il pourrait très bien, en fait, il faudrait voir dans quelle dynamique, justement, dans quelle stratégie long terme ou d'aménagement, ces petits SNC peuvent aussi se localiser. Je veux dire, si on a plusieurs petits SNC qui, en fait, sont en train de constituer une ceinture verte pour limiter l'artificialisation des sols à plus grande échelle, on est quand même sur quelque chose d'aussi pertinent. S'il s'associe avec une ceinture aussi de maraîchage, je pense aussi pour l'autonomie alimentaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et je pense que, on pêche d'avoir une approche projet par projet sur ERC. Et je pense que ça, il y a l'INRAE justement, où travaille Steve Aubry qui le dit souvent, que l'approche territoriale peut être vraiment intéressante. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on recrée les mêmes erreurs à traiter les SNC par SNC, mais bien les traiter dans un ensemble territorial. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur SNC. Très bien, merci. Donc, dernier témoignage sur ce sujet, celui de Vincent Pereira, avec notamment, donc, il y a le cas de Cossure, hein, qui est l'heureux lauréat toujours seul en lice, donc en termes Oui. de SNC, et puis éventuellement d'autres projets qui ont eu moins de succès. Oui, juste deux mots peut-être sur Cossure, qui effectivement aujourd'hui est le seul SNC qui bénéficie d'un agrément, mais néanmoins, il faut nuancer l'intérêt en tout cas enfin l'intérêt non pas de l'outil, mais les conditions en tout cas de développement de ce genre d'outils et ce sur la base de quelques constats qu'on peut énumérer puisqu'on a maintenant pratiquement 10 ans de recul hein, sur ce SNC qui reste une expérimentation. Donc
il faut faire attention à ne pas non plus transposer un peu trop rapidement. D'une part parce que c'est un site d'envergure, 357 hectares, donc là on change de catégorie par rapport à ce qui a été dit précédemment par Laure-Hélène ou par Mathias. Donc 357 hectares de vergers industriels qui ont été donc entièrement défrichés et restaurés en pelouse sèche. Donc on se situe au nord de Fos-sur-Mer, hein, et l'objectif était de restaurer de l'habitat de Coussoul, et on est sur un site qui est adossé à une réserve nationale. Donc on répond quand même pleinement à la mutualisation de sites d'intérêt et de démarches. Ce que vient de dire Mathias est juste, hein, la mise en cohérence des différents SNC. Alors là, il y a un SNC et une réserve naturelle, mais finalement, la finalité en termes de restauration était la même et on visait le même état écologique. Donc un site qui a été acheté en 2008 par CDC Biodiversité, des travaux qui ont été réalisés en 2009, et puis donc des unités de compensation qui ont donc commencé à être commercialisées à partir de 2010 jusqu'en 2038. Donc la durée de vie des unités de compensation étant de 30 ans. Quelques éléments aussi donc, de coûts. C'est à peu près 12,5 millions d'euros d'investissement, 5 millions pour l'acquisition, 5 millions pour les travaux et 2,5 millions pour la gestion et le suivi sur les 30 ans. Donc un investissement assez important qui justifie d'ailleurs le coût de l'unité de compensation qui aujourd'hui est à un peu moins de 49 000 euros de l'hectare, donc sachant qu'un hectare égale une unité de compensation. Et c'est un prix qui est fixé, et ça il faut le savoir aussi, dès le départ dans le dossier d'agrément. C'est-à-dire que ça fait aussi partie peut-être des difficultés de cette approche, c'est qu'il faut avoir une vision assez claire des coûts sur les 30 ans, puisque l'unité de compensation est définie dès le départ, aussi bien en termes d'aire de service ou de zone d'achalandise, hein, donc le périmètre au sein duquel les projets vont être éligibles, que en termes aussi financiers. Donc il y a un risque qui est à prendre au départ par le porteur de projet. Alors le constat au-delà de ces chiffres, c'est qu'aujourd'hui, donc plus de 12 ans après donc, le démarrage de cette expérimentation, on est à peu près à la moitié des unités de compensation qui sont commercialisées. C'est à peu près 2 fois moins que ce qui était prévu au départ par le modèle économique. Hein, on est sur un rythme de 19 unités de compensation qui sont vendues chaque année. Ça, c'est un constat. Bon, après tout, on peut considérer que peut-être qu'on s'est planté au départ. Alors, quand je dis on, c'est un on collectif, hein, parce que c'est un projet qui n'a pas été porté uniquement par CDC Biodiversité, mais il y a eu un comité au départ de travail hein, qui a œuvré pour la mise en place de ce SNC, dont les services de l'État, et puis des partenaires techniques, le Conservatoire des espaces naturels, l'INRA, etc. Et donc, 2 fois moins de commercialiser l'unité de compensation, mais en parallèle, ce que l'on constate aussi, c'est que la dégradation des habitats qui peuvent être compensés sur le site de Caussure, elle augmente en parallèle. C'est-à-dire qu'entre 2008 et 2015, sur la plaine de la Crau, donc, qui est tout à fait éligible hein, pour le site de Caussure, il y a 900 hectares de pelouse sèche rase qui ont été détruites. Donc 900 hectares d'un côté détruits, et seulement 20% compensés sur site de Caussure. Alors qu'on a un retour d'expérience qui est très favorable, qu'on a des suivis qui montrent que le site est tout à fait démonstratif en termes de gains écologiques. Donc ça montre bien que même le fait d'avoir un SNC n'est pas l'alpha et l'oméga, et que malgré tout, eh bien, il y a d'autres outils qui sont mobilisés par les maîtres d'ouvrage, en espérant que ce soit réellement d'autres solutions qui soient mises en œuvre et non pas des compensations qui ne sont pas réalisées. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, voilà, il faut ne pas, comment dire, il faut sortir de l'idée, si toutefois c'était le cas, de dire pour régler le problème de la compensation, il suffit de mettre en place des outils type SNC. Non, la preuve, c'est que Caussure, il y a un outil qui existe, il a été agréé. Il y a des suivis qui sont réalisés depuis plusieurs années qui montrent que c'est un site qui est efficace. Et malgré tout, eh bien, d'autres solutions sont mises à disposition visiblement. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être en termes de retour d'expérience sur les SNC, c'est
on l'a un peu déjà évoqué, et je sais qu'il y a des réflexions pour faciliter ça, mais c'est quand même la lourdeur un peu du processus d'agrément. Effectivement, il y a la démonstration du gain écologique, donc se pose aussi la question de la méthode d'évaluation de ce gain écologique, comment l'apprécier. Et puis, il y a également le fait, quand on regarde COSUR, on a déposé, nous, un dossier d'agrément en juin 2019. Il a été agréé en avril 2020, donc presque un an après, alors qu'on avait déjà 10 ans de recul derrière, indiquant, qui montrait quand même l'intérêt de ce site. On ne partait pas de zéro. Donc même pour un site très grand, qui fait l'objet d'une expérimentation, donc d'un suivi assez approfondi, on voit que le processus d'agrément est quand même assez lourd. Donc, il y a peut-être un effort, et je crois que tout le monde est conscient, et il y a des actions qui vont dans ce sens-là, mais il y a nécessité quand même à voir comment on peut alléger cette procédure sans pour autant faire n'importe quoi. Et puis, peut-être dernier point sur les SNC, c'est qu'on a l'impression aussi, sur la base du retour d'expérience de COSUR, qu'il y a un niveau d'exigence qui est encore plus important que dans le cas d'une compensation à la demande. Alors, le relais l'a dit pour le gain écologique, mais c'est aussi vrai pour le suivi. Depuis donc la mise en place de SNC, nous on en a notre 24e comité technique, comité de suivi. Donc ça fait quasiment 2 par an. Aujourd'hui, quand on fait une compensation à la demande, on est plutôt sur un rythme annuel les 5 premières années, puis ensuite tous les 5 ans. Donc on a un peu l'impression que parce que c'est un SNC, eh bien, il y a un effort ou un regard en tout cas plus important, une exigence plus importante qui entraîne du coup des frais de fonctionnement et donc là aussi une prise de risque pour le porteur de projet. Donc voilà, je ne suis pas là pour dresser un tableau un peu noir, mais en tout cas, c'est toutes des pistes sur lesquelles il faut qu'on puisse avancer si l'on veut promouvoir ce type d'outils, parce que sinon, c'est vrai que je crains que ce ne soit pas suffisamment séducteur pour les porteurs de projets qui vont avoir l'impression de se lancer dans une aventure qui sera à risque à tout point de vue. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose de redonner la parole à Steve Aubry, donc, qui travaille sur un bilan de l'expérimentation des SNC, qui va nous partager des éléments sur ce volet-là notamment. Oui, du coup, ça va un petit peu reprendre ce qui a déjà été dit, mais je vous propose finalement de faire un bilan du retour d'expérience. Donc, vous voyez sur cette petite cartographie, donc, il y a un certain nombre de projets qui ont fait l'objet de discussions avec le ministère donc, lors de l'appel à projet, mais finalement, il n'y a que 4 projets, donc ceux qui sont orange, qui ont fait l'objet d'une convention. Et parmi ces 4 projets, donc, il y a effectivement le projet de COSUR qui a fait une demande d'agrément, qui l'a obtenue. Et donc, les 3 autres, soit n'ont pas fait de demande d'agrément et donc ils sont sortis de la phase d'expérimentation pour diverses raisons, soit ils ont fait une demande et ne l'ont pas obtenue. Donc, ça a déjà été un petit peu abordé juste avant. Il y a plusieurs obstacles qui ont été rencontrés lors de la réalisation de ces SNC. Donc, vous l'avez déjà mentionné, l'investissement technique et financier initial qui est assez conséquent, donc pour sécuriser le foncier par achat ou par conventionnement, même si ce n'est pas forcément spécifique à la compensation à la demande, par l'offre, pardon. Et puis, effectivement, le dossier de demande d'agrément qui est assez exigeant, avec le dimensionnement des mesures compensatoires, les suivis, comment sont réalisés les états initiaux, les suivis, les mesures d'entretien. Donc, ça demande un travail assez conséquent. Ensuite, il y avait des problématiques par rapport à l'élaboration d'une offre de compensation qui soit pertinente et qui réponde à un besoin exprimé sur le territoire dans un cadre réglementaire qui est encore un petit peu flou. Donc, on a vu tout à l'heure sur la chronologie que l'expérimentation SNC, elle s'est réalisée en même temps que la loi biodiversité a été développée, que des guides ERC sont apparus et qu'on a précisé les attendus par rapport à la compensation et par rapport au SNC. Donc, les expérimentations n'avaient pas non plus accès à tous ces nouveaux éléments, à ces précisions. Donc, elles ont éprouvé le dispositif. Dans le détail, ce qui a pu poser problème, c'est le choix des cibles des projets, le choix des sites. La surface a déjà été évoquée, la localisation, la qualité des sites à l'état initial, sur quel type de site il fallait préférentiellement se porter, et puis comment on définit une unité de compensation.
Sur Cossure, c'était assez facile puisque c'était un milieu homogène, mais quand on est sur un site comme le site du GIP SYE, avec une mosaïque d'habitat, comment on va définir une unité de compensation? Voilà, donc c'est des éléments compliqués auxquels il faut répondre dans le dossier de demande d'agrément. Il y a également, donc ça a été mentionné aussi par le GIP SYE, des attendus en matière d'évaluation du gain écologique. Il faut des états initiaux qui soient assez complets et des interrogations par rapport aux indicateurs attendus à minima par le ministère et de la même façon pour les suivis. Et puis également cette délimitation de l'aire de service autour du SNC qui va orienter le besoin de compensation. Donc là aussi des différentes méthodes qui ont été proposées et donc des attentes également à ce niveau-ci. Et le troisième point qui a pu poser problème, c'est lié aux incertitudes de retour sur investissement sur le marché de la compensation, puisque la vente d'unités de compensation elle est conditionnée à l'obtention de cet agrément. Donc, quid quand on n'a pas l'agrément et qu'on a fait toutes les démarches, qu'est-ce que peut devenir le site? Ensuite, il y avait parfois eu des incompatibilités entre l'offre et la demande, avec parfois des services instructeurs qui ont des stratégies et des attentes au niveau de la compensation qui sont incompatibles avec l'offre de compensation des SNC. Donc, des vigilances à avoir à ce niveau-là. Ça a été évoqué aussi des concurrences entre compensation à la demande, compensation par l'offre, avec parfois de la facilitation qui est faite pour la compensation à la demande d'accès au terrain ou des exigences de suivi qui sont moins importantes. Et donc ça se répercute après dans le prix, dans le coût global de la compensation. Et donc ça peut défavoriser les SNC et conduire les porteurs d'aménagement à aller préférentiellement vers de la compensation à la demande. Et puis également un point qui a été souligné, c'est l'appui des services de l'État et des acteurs du territoire qui est particulièrement important pour pouvoir monter ce type de projet qui est un investissement conséquent pour lequel il y a des incertitudes et qui nécessite l'appui d'un maximum d'acteurs. Donc finalement, les enjeux qui ont été soulevés au cours de ce retour d'expérience, c'est vraiment un besoin de mieux prendre en compte les risques entrepreneuriaux que soulève le dispositif SNC. Et ça va passer par un besoin de précision du dispositif, quelles sont les attentes vraiment du ministère sur tous les points identifiés et renforcer le soutien des services de l'État pour porter ce nouveau dispositif sur les territoires. Et donc, tous ces points-là font que jusqu'à présent, il y a une certaine réticence des acteurs économiques à s'engager dans de nouveaux projets de SNC. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux compenser à la demande ou par l'offre? Comme très souvent, ça va dépendre d'un certain nombre de questions auxquelles on peut déjà essayer que je peux vous proposer juste ici. C'est tout d'abord celui qui va porter le SNC. Est-ce qu'il a bien les capacités techniques et financières pour porter un tel projet sur le territoire et pouvoir répondre aux attentes de la procédure d'agrément, assumer les incertitudes économiques? On a vu que le besoin de compensation, la réponse du projet à un besoin de compensation était particulièrement importante. Donc, est-ce que sur le territoire, on dispose, et même en tant qu'acteur, en tant que porteur de SNC, je dispose d'une bonne vision par rapport aux aménagements et aux impacts à venir sur le territoire pour pouvoir proposer une offre qui réponde effectivement à ce besoin. Et ensuite, on peut s'interroger sur finalement les cibles du projet de SNC. Est-ce que les composantes de biodiversité que je vais chercher à restaurer, elles sont adaptées à une compensation par l'offre? On a pu voir que certaines compensations nécessitaient, de par les espèces impactées, des compensations sur site. Donc, dans ce cas-là, plutôt une compensation à la demande qui apparaît plus adaptée. Et donc, le SNC, qui lui est localisé en anticipation d'impact, n'a pas toujours la possibilité de se trouver à proximité immédiate des populations d'espèces protégées impactées. Et puis, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la compensation par l'offre est adaptée au contexte et aux enjeux du territoire d'implantation? Par exemple, est-ce que le dynamisme économique est suffisamment important pour assurer la viabilité économique du projet? Pareil, par rapport aux enjeux de tension foncière, est-ce que l'offre de compensation est une réponse adaptée sur ce territoire? C'est quelques questions qu'on peut se poser par rapport à cette compensation à la demande ou par l'offre. Et finalement, la réflexion qui se dessine actuellement, c'est d'aller plutôt vers une complémentarité de ces deux dispositifs en fonction des enjeux, des contextes territoriaux et puis des composantes de biodiversité
à compenser. Et donc, les réflexions autour des SNC actuellement et puis de la compensation à la demande anticipée, ça nous amène progressivement à aller vers plus d'anticipation et de territorialisation de cette réflexion autour de la compensation, mais également plus généralement autour de la séquence ERC dans sa mise en œuvre en général. Et bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de faciliter la compensation, mais bien d'améliorer sa mise en œuvre et son efficacité. Et donc, voilà, juste pour finir cette dernière diapo, pour répondre en fait à tous les obstacles qui ont pu poser problème lors de cette expérimentation, donc il y a un guide qui est assez attendu, qui est porté par le ministère, le CGDD, qui est un guide d'aide à l'élaboration des sites naturels de compensation, donc, qui a été évoqué déjà un petit peu ce matin, et qui va chercher justement à proposer des pistes, des clés sur comment identifier un besoin de compensation sur un territoire, comment proposer une offre de compensation qui soit pertinente et qui réponde à ce besoin, comment on peut sécuriser du foncier, quels sont les outils disponibles, pas forcément de l'achat, mais aussi des conventionnements et quels outils existent. Comment délimiter une aire de service, il me semble, et puis comment commercialiser et définir des unités de compensation. Ce genre de questions devait trouver réponse dans ce prochain guide. Et juste pour vous porter à connaissance, donc nous, à l'INRAE, on travaille sur une méthodologie d'évaluation de la pertinence écologique des projets de SNC et aussi de compensation à la demande. Et l'objectif ici, c'est de proposer un petit peu une grille d'aide à l'élaboration, mais aussi à l'évaluation des projets pour appuyer les porteurs de SNC et les services instructeurs. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis un petit lien. Et puis, si vous voulez également en savoir plus, il y a un séminaire sur les SNC qui a eu lieu l'année dernière, qui est accessible en ligne. Et il y a un numéro spécial sur les sites naturels de compensation qui va paraître en début d'année prochaine, qui va également reprendre un certain nombre de points et de réflexions actuelles sur les SNC. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour ces riches échanges. Avant de donner la parole aux participants de l'atelier, on avait souhaité revenir sur, faire un petit focus sur 3 notions ou 3 outils. Donc, on avait notamment la notion de capacité de charge environnementale qui a été évoquée par Mathias Gaillard. Donc, en 2 minutes, est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet qui nous a semblé très intéressant et qu'on souhaitait aborder aujourd'hui? Oui. C'est un exercice qu'on a fait avec le département de la Gironde. En fait, on a pris tous les SCOT et en fait, on a essayé de voir le potentiel de régénération de chaque SCOT. Voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas précis à l'échelle étude d'impact comme Steve Aubry, mais du coup, on avait, si vous voulez, le potentiel de régénération de tous les espaces d'un SCOT, donc d'un territoire, qui donnait, on va dire, une centaine d'unités de compensation. Donc, on savait déjà combien d'impact un territoire pouvait absorber. À côté de ça, on a pris les aménagements qui étaient prévus ou connus par rapport à la planification sur les 10 années à venir. Et donc, on estimait le nombre d'unités de compensation qu'ils allaient rechercher. Mais déjà, le potentiel maximum de régénération du territoire était inférieur aux unités de compensation qui étaient demandées par les projets d'aménagement. Donc, ça veut dire que déjà, on était sûr qu'il y avait une perte de biodiversité à l'échelle du territoire si tous les aménagements étaient acceptés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire investir la compensation jusqu'au maximum à l'échelle d'un territoire. Ça permet de se rendre compte de la limite parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on va avoir des SNC à tout bout de champ et ça va devenir un marché, etc. Mais pas à l'échelle d'un territoire. On a une limite de compensation d'impact et donc, il va falloir choisir entre tous les aménagements. Et aujourd'hui, comment on fait pour choisir entre les aménagements? On peut faire une convention citoyenne, par exemple, d'aménagement. On fait délibérer les gens. Qu'est-ce que vous voulez comme aménagement sur place? Et à mon avis, ils vont plutôt choisir des collèges, comme le département en a besoin, que des piscines à vagues. Voilà, très simple. Parfait, merci beaucoup, c'est très clair. Et c'est vrai que ça suscite pas mal de réflexions pour réaliser l'exercice aussi dans d'autres territoires. Ça relie aussi ces sujets d'anticipation. Un autre dispositif intéressant qui fait écho à ce que disait Steve Aubry, donc la recherche de complémentarité aujourd'hui entre compensation à la demande ou par l'offre. Donc, c'est les projets territoriaux de biodiversité de CDC Biodiversité. Donc, là aussi, assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, en 2 mots,
les projets de territoriaux de biodiversité ou PTB, bon, c'est un outil qu'on peut l'appeler autrement, mais qu'on a essayé de développer pour essayer de trouver un compromis entre la compensation à la demande ou la compensation par l'offre. On voit bien que la compensation à la demande, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas anticiper, et la compensation par l'offre, on a des difficultés à anticiper pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, le stade intermédiaire, c'est d'anticiper au moins la constitution de réserves foncières et d'enclencher les travaux uniquement sur la base d'un besoin de compensation qui est clairement exprimé. Ce qui évite ce qui limite les risques, puisqu'on on ne réalise pas par anticipation les travaux en misant sur le fait que les aménagements réalisés répondront demain à un besoin de compensation qui n'est même pas forcément très bien connu au stade où l'on fait les travaux. Donc, on limite quand même pas mal les risques. Donc, les grandes étapes qui sont mentionnées dans le petit schéma ici, c'est d'abord d'avoir cette approche territoriale, et là, on rejoint tout ce qu'on vient de dire, hein, anticipation, territorialisation. Donc, quels sont les secteurs qui sont les plus stratégiques en termes de compensation par rapport à des documents de planification, de manière à définir les zones prioritaires de compensation. Puis aussi, dans le cadre de ce diagnostic, c'est l'appréciation des besoins. Où sont les projets et quels vont être les aménagements et quelle est la nature de la compensation qui va être exprimée dans un moyen terme. C'est sans doute là qu'est la difficulté la plus importante, parce qu'on n'a pas forcément une bonne connaissance de ces projets, et encore moins des impacts et des dettes écologiques qui vont être associés. Mais en tout cas, c'est l'exercice qu'on peut essayer de faire. Une fois qu'on a défini ces secteurs, eh bien, on fait de la prospection foncière, hein, et puis une fois qu'on a acheté les terrains, qu'on a constitué des réserves suffisamment importantes pour pouvoir mutualiser, parce que c'est aussi l'intérêt de ces approches d'anticipation, c'est de pouvoir favoriser le co-bénéfice des actions, et on aura une petite diapo après qui illustrera cette notion-là. Une fois qu'on a acheté le terrain, on fait un pré-plan de gestion à l'échelle du site, de manière à vraiment avoir un cadre général d'intervention. Et ensuite, quand les besoins de compensation s'expriment, au projet par projet, eh bien, on voit comment ils peuvent s'articuler dans ce projet territorial de biodiversité. Alors, on parle de compensation, mais cette réserve foncière, elle peut aussi servir pour le ZAN, elle peut aussi servir pour d'autres actions de restauration de la biodiversité qui ne sont pas forcément des actions à relier à des obligations réglementaires. Et évidemment, tout au long de cette démarche, les différents critères associés à l'éligibilité des mesures compensatoires, que ce soit l'additionnalité, la temporalité, l'efficacité, on le vérifie. Je reviens juste sur l'additionnalité et sur ce qui a été dit tout à l'heure pour les ENS. C'est pareil pour les zones Natura 2000. Hein, il y a aussi cette question qui peut se poser. Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des financements publics qui sont fléchés pour des actions, c'est difficilement compatible avec la mise en place de mesures compensatoires, même s'il est vrai que parfois les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux, et du coup la compensation peut être un levier financier intéressant pour mettre en place les actions. Donc pour illustrer cette démarche de PTB, c'est la diapo juste après. On a, nous, acheté donc un site au Lignan, donc à l'ouest de Bordeaux, qui fait 80 hectares, un site forestier. Et donc vous voyez ici par des codes couleurs l'ensemble des contrats de compensation qui sont adossés à ce site. Alors certains sont en cours de mise en œuvre, hein, et puis d'autres sont au stade de l'instruction. Donc on a une dizaine d'opérations aujourd'hui sur ce même site, avec des objectifs qui sont communs, soit zone humide, soit FADE délèche, etc. Donc, et des opérations de compensation qui vont de 3500 m² à 30 hectares. Donc, on voit bien l'intérêt de mutualiser ces opérations sur un même site, puisque avoir une compensation de 3500 m² complètement isolée, ça n'a aucun intérêt, surtout pour de la compensation zone humide, enfin, encore que surtout pas forcément d'ailleurs, même pour les espèces. Alors que là, cette petite compensation de 3500 m² va apporter une contribution en termes de corridor dans un espace qui est plus important. Donc, on voit bien l'intérêt de pouvoir anticiper
mutualisé. Et je dirais même que la logique, on n'est pas encore arrivé à le faire sur ce site, mais la logique, ce serait même d'avoir un seul et même plan de gestion pour l'ensemble de ces opérations de compensation. Mais là, c'est compliqué parce que les opérations ne se déclenchent pas de façon simultanée. Et donc, c'est un peu difficile d'arriver à synchroniser l'ensemble des plans de gestion rattachés à chacune des opérations. Voilà, et puis juste la petite Merci. diapo après, bon, c'était pour illustrer la diversité des espèces et puis des milieux sur lesquels on peut travailler sur ce même site. Donc on a à la fois une mutualisation dans l'espace, mais aussi un co-bénéfice écologique des différentes actions que l'on mène. Alors juste, et puis je terminerai là-dessus, ce site a fait l'objet aussi d'un pré-dossier SNC. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a pas de SNC aujourd'hui sur Nouvelle-Aquitaine, mais nous en tout cas, on avait fait une première tentative, on avait déposé un premier dossier qui n'est pas allé jusqu'au bout de l'instruction, mais parce que voilà, il y avait un délai d'instruction qui n'était pas compatible aussi avec des besoins de compensation auxquels on devait répondre rapidement. Et donc le PTB a été une solution qu'on a plutôt privilégiée plutôt que le SNC. Très bien, merci beaucoup. Un dernier point en lien avec cet enjeu qu'on sent voilà, aussi très fort, celui de la sécurisation foncière dans la durée. Donc, peut-être, Madame Candelier, vous pouvez nous dire un mot sur euh, le sujet des ORE, donc obligations réelles environnementales. Oui, tout à fait. Bah, je voulais rebondir sur ce que disait Mathias tout à l'heure parce que c'est vraiment très intéressant et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête juste avant que je parle du sujet des ERE. En effet, nous, en Île-de-France, et donc c'est pareil dans d'autres départements, hein, on commence à être vraiment, comment dire, enfin, vraiment le foncier, c'est vraiment une super pression et il y a des problématiques qui sont assez graves, en fait, même alertantes. Parce que même si nous, en tant qu'opérateur de compensation, on essaye de faire les choses correctement, évidemment, quand on fait des sites de compensation, on a envie de recréer des super écosystèmes et donc de favoriser le report, notamment des espèces, etc. Mais on se rend bien compte quand même que même si on essaye de faire le mieux lorsqu'on restaure des zones où on en crée, on voit bien que voilà, il y a une pression foncière qui est énorme. Là, juste un cas concret, j'essaie de ne pas y passer trop de temps. On cherche à l'heure actuelle justement des compensations pour de la zone humide. Mais en fait, dans le bassin, versant dans lequel je cherche, c'est très étroit, il n'est pas très grand et on se rend bien compte que là, en fait, au vu des surfaces qui sont demandées, il y a une vraie problématique. En fait, c'est quasiment impossible de, compenser dans le bassin versant. Et donc du coup, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Il y a un sage, donc c'est en Île-de-France, qui s'appelle le sage de l'automne quoi, comme la saison. Il faudrait regarder et en fait, eux, ils sont allés vachement loin, je trouve, dans la démarche, mais c'est intéressant. En fait, ils ont empêché, justement les porteurs de projets de compenser en dehors du bassin versant. Donc en gros, eux et je crois que dans le bassin versant, c'est déjà au moins à coefficient, 150, enfin 1,5, je crois que c'est pas du 1 pour 1. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, eux sont vraiment, il y a d'autres sages qui essayent aussi d'aller un peu là-dessus en Île-de-France, en se disant: «Voilà, le but, c'est d'empêcher en fait, d'une certaine manière, les porteurs de projets d'aller sur des zones, où il y a déjà en fait un intérêt». Et donc là, ça serait d'empêcher un peu donc justement les porteurs de projets d'aller sur les zones humides, parce que, en gros, on leur dit: «Bah, en fait, à l'eau, on peut plus en fait, faire la compensation de zones humides là, par là-bas, quoi». Donc voilà, donc je pense que c'était un point important et ça recoupe avec ce que disait Mathias et je trouvais ça super intéressant. Du coup, pour les ERE, donc en fait, oui, on voit que la maîtrise foncière est aussi un vrai souci, une fois qu'on a trouvé, un site, qui est compatible avec les impacts. Donc il y a plusieurs solutions en effet. Donc les solutions les plus faciles, c'est, enfin faciles, en tout cas qui sont utilisées, c'est, donc, l'achat en propre évidemment. Donc ça, il faut encore avoir, l'argent pour acheter parce que c'est pas toujours, voilà, c'est pas il faut quand même avoir un budget. On peut aussi, détenir déjà le foncier, en propre. Bon ça peut arriver. Nous, des fois, le département peut nous prêter du foncier, mais c'est pas toujours le cas. Et après, il y a 2 choses intéressantes, c'est la mise à disposition justement notamment par des communes ou par des fonds, publics qui peut être intéressante et il y a, l'obligation réelle environnementale, donc les ORE. Je m'arrête 2 secondes dessus. C'est pas toujours facile d'en contractualiser, mais nous, on en fait pas mal en ce moment et donc ça commence à être vraiment une de nos solutions pour, sécuriser vraiment le foncier sur le long terme. Donc, une ERU, c'est quoi? C'est un dispositif foncier donc, de protection de l'environnement. Initialement, en fait, c'est un propriétaire qui a envie d'avoir une action, donc volontaire sur son terrain pour, favoriser la biodiversité sur son terrain. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut l'utiliser ce terrain pour en faire de la compensation. On va juste se mettre d'accord entre les parties. Donc évidemment le maître, d'ouvrage, mais ça peut être une collectivité, ça peut être, un établissement public, même une personne privée, mais il faut que par contre elle agisse pour la protection de l'environnement, il me semble.
Mais donc voilà, on va repartir sur l'exemple du maître d'ouvrage qui est par exemple un aménageur public, qui donc contractualise avec le propriétaire. Nous, en tant qu'opérateur de compensation, on est aussi donc avec eux pour, aider en fait, les dialogues entre le besoin, du maître d'ouvrage en termes de compensation et ce qu'a envie de faire initialement quand même le propriétaire sur sa parcelle. Donc on essaye voilà de faire en sorte que tout le monde soit content autour de la table, et donc en fait, c'est vraiment un contrat qui est signé, auprès de notaire. Donc c'est vraiment un acte, authentifiant. Donc ça, c'est important à savoir et voilà, il y a une publicité foncière du coup qui est aussi adossée à ça. Dans le contrat, rapidement, donc il faut savoir qu'en fait, c'est vraiment un vrai cahier des charges, hein, dans le RE, un cahier des charges qui est assez détaillé, hein. Même nous, dans les mesures compensatoires, on détaille vraiment, toutes les mesures et la gestion qui va être faite sur le long terme pour que justement il n'y ait pas d'écueil quand, par exemple, si un propriétaire, en fait, est amené à changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le RE, en fait, elle est rattachée à la parcelle ou les parcelles. Donc c'est vraiment, même si c'était, monsieur Dupont, par exemple, s'il vend ses parcelles, en fait, il va vendre les parcelles avec le cahier des charges, enfin le RE qui est rattaché. Et ça, c'est quand même, un outil, qui est assez puissant, je trouve, parce que du coup, en fait, le nouveau propriétaire, devra respecter exactement le cahier des charges que nous, on a fixé, enfin avec le propriétaire, l'ancien propriétaire, dans le RE. Donc voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant et en plus, il y a vraiment une durée donc du coup qui est dans le RE qui permet donc voilà aussi de sacraliser un peu les choses. Donc voilà, c'est un outil, foncier qui est, je pense, à exploiter. Très bien, merci beaucoup. Donc merci à tous les intervenants. Voilà, vous avez été un peu bavard, donc bon, on vous en veut pas parce que c'était vraiment intéressant. Je vous propose de prendre quand même quelques questions, puisqu'à la fin, on se garde au moins une dizaine de minutes pour préparer la restitution de l'atelier. Donc Madame Kalouki, vous pouvez y aller, je vois que vous avez levé la main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Très bien? bien. Oui, alors moi, c'est pas vraiment une question, j'avoue, mais je vais juste prendre un tout petit temps parce que, donc, mais ça va être très court, je vous assure, parce que Pas de tout souci. a été dit. Moi, je me suis présentée rapidement ce matin, donc je travaille au Oui. commissariat général au développement durable et je pilote le guide donc, dont on a parlé sur les sites naturels de compensation. Donc, j'ai été beaucoup intéressée par tout ce qui a été dit et c'est des débats qu'on a retrouvés au cours des différents groupes de travail. Donc, voilà, c'est des choses que je partage tout à fait. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que Steve Aubry a d'ailleurs rappelé dans le chat, c'est que c'est vrai que les projets territoriaux de biodiversité qui ont été présentés par M. Pereira, enfin, je pense qu'il y a, ça n'existe pas quelque chose qui est entre l'offre et entre la demande, en tout cas légalement. Si on lit la loi telle qu'elle est écrite, soit c'est de la demande, soit c'est de l'offre. Et l'offre actuellement en France, le seul moyen de le faire, c'est de passer par un site de compensation agréé par l'État. Donc, en fait, c'est des initiatives qui sont très intéressantes, mais qui sont finalement de la demande très bien faite, anticipée, comme normalement devrait être la compensation à la demande. Et en fait, le point que je voulais partager avec vous, c'est que, à mon sens, en fait, certes, la compensation par l'offre et les SNC, c'est extrêmement exigeant, comme ça a été rappelé, notamment par Madame Candelier, qui a très bien pointé ce qui s'était passé sur le SNC de Montesson. C'est complexe, c'est exigeant, mais au final, moi, je pense que c'est l'exigence de la compensation à la demande qui serait nécessaire de remonter pour aller un peu matcher celle de la compensation par l'offre, pour rééquilibrer un peu les deux. Donc, et finalement, c'est peut-être pas les SNC qui sont trop exigeants, mais c'est peut-être certaines compensations à la demande qui mériteraient de l'être davantage. Et ça, je mets au débat. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a Bah, d'autres réactions oui, parmi les non, intervenants, non, les je, participants? je trouvais ça super intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un voulait prendre la parole avant. Non, c'est bon, je me lance, je fais rapide. Non, non, en fait, en effet, je pense que c'est un point important que vient de dire, je sais plus son nom, excusez-moi, enfin Madame Kalouki. l'intervenant juste avant. Voilà, Pas de merci. souci. En fait, en effet, c'est un souci, en tout cas, qu'il faudra, je pense, résoudre dans le temps parce que, à l'heure actuelle, c'est vrai que quand on présente un peu les 2 solutions, donc de par l'offre ou par la demande, il peut être, enfin, du coup, je pense que le maître d'ouvrage, lui, pour sécuriser vraiment bien ces problématiques, va, préférentiellement aller plutôt vers la demande que l'offre parce que, l'offre, comme on vient de le voir, hein, il y a plein de choses qui restent quand même très floues. On n'est pas sûr, voilà, de vendre les unités de compensation, exactement comme, il faut parce que, le projet va peut-être impacter, en fait, des espèces qu'on n'avait pas anticipées. Enfin, voilà, la proximité géographique, enfin bon, bref, je ne refais pas tout, ce qui a été dit avant. Mais donc, c'est un peu très flou quand même par l'offre. Il y a aussi un problème de foncier, qui, je veux dire, en fait, on paye quoi, hein, il faut payer pendant une durée assez longue. Donc le maître d'ouvrage peut-être se dire un peu facilement, genre: «Bon, en fait, c'est compliqué,
par l'offre. En plus, ça a l'air de me coûter vachement plus cher qu'à la demande, ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Il faudrait vraiment étudier la question et donc je pense qu'en effet, c'est un point qu'il faudra bien regarder pour, avoir des arguments en fait voilà, à mettre en face parce que sinon, je pense que les maîtres d'ouvrage vont peut-être, voilà, se dire: «Non, bah, la demande, c'est quand même plus simple». Ouais, c'est possible. Je voulais essayer de réagir derrière. C'est vrai qu'après, moi, j'abordais tout à l'heure aussi la complexité de la mise en place de projets de compensation. Et c'est vrai que du coup, voilà, je m'étais fait des réflexions. J'avais noté un petit peu le coût aussi au niveau des sites des SNC. C'est vrai on est, je dirais, sur des coûts qui sont quand même assez élevés. Qui sont peut-être difficiles, je dirais, à assumer pour des porteurs projets style de centrale photovoltaïque. C'est vrai que par rapport à ça, alors c'est peut-être, je dirais, une nuance qu'il faut voir en amont. Mais c'est vrai il y a à la fois projet de parking, projet de centrale photovoltaïque, projet de carrière. On est quand même sur des choses très différentes et j'ai un peu le sentiment qu'on est tous, je dirais, mis sur le même pied de départ. Et en termes donc, je dirais en termes de quantité de compensation et en termes aussi de possibilité aussi de supporter des coûts, je dirais qu'on n'a pas non plus la capacité de financer qui est, par exemple, l'État lorsqu'il s'agit de construire une ligne à grande vitesse, qui a été un exemple appelé tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que pour nous, je dirais le sentiment que j'ai, hein, de manière générale, c'est qu'on est aussi sur des attentes qui sont fortes. Mais par rapport à ça, je pense qu'on va beaucoup plus sur de l'évitement définitif au niveau des projets photovoltaïques plutôt que partir sur des solutions de compensation qui font en sorte que les projets deviennent plus compétitifs. Enfin, c'est un petit peu la réflexion que je fais si on rehausse encore le niveau ou alors pondérer davantage, je dirais intégrer les enjeux au sein d'un parc photovoltaïque, c'est-à-dire que, bon, voilà, comme je vous disais, ce n'est pas la construction d'un parking, donc on ne fait pas disparaître la biodiversité. On l'a fait évoluer, il y a des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent, qui ne sont pas forcément moins intéressantes non plus. Il y a peut-être un travail important à faire là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à ça, je dirais que le sentiment que j'ai, c'est un petit peu de mal à m'y retrouver dans le rajout en termes de compensation, au moins pour la filière dans laquelle je travaille. Le mieux, c'est de faire un parc sur un parking. Comme ça limite encore plus les impacts. Alors, on est preneur, mais malheureusement, ça sature un petit peu. Et puis, bon, c'est vrai qu'aussi, on est sur des… Bon, pour faire une petite parenthèse dessus, c'est qu'on est… Non, mais c'était une boutade, hein, c'est sûr. Oui, non, bien sûr. Non, mais bon, après, c'est une question aussi qu'on a régulièrement. Bon. On est aussi sur des projets qui demandent des coûts de développement plus importants avec des structures qui ont des coûts plus importantes. Donc, en fait, l'État subventionne davantage les projets d'ombrière que les projets plus simples. Donc, je dirais, c'est l'État qui paye la différence, en fait. Voilà, pour répondre. J'ai la réponse. Mais bon, c'est intéressant, en tout cas, de discuter de tout ça. Est-ce qu'on prend une dernière question? Vous avez eu les réponses à toutes vos questions, c'est super. Oui, bonjour. Moi, ce n'est pas obligatoirement une question. Du coup, c'est… Attendez, j'allume ma caméra. Voilà. Pierre Jourdan, donc, du coup, de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. C'est plus une réflexion que je souhaitais partager. Du coup, il y a un point, en fait, qui n'est pas obligatoirement très souvent abordé sur les questions de mesures compensatoires. En fait, c'est la question du foncier. On en a parlé un petit peu, mais éventuellement, les impacts indirects, en fait, sur le prix du foncier et du coup, en fait, les effets aussi sur la possibilité pour un agriculteur, pour un jeune, en fait, de s'installer sur du foncier à un coût, à un prix, en fait, qui reste compatible avec l'activité, les bénéfices qu'il peut en tirer. On a beaucoup parlé de collaboration et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir, sur ce sujet-là, essayer d'avoir une stratégie un peu collective, en fait, essayer de se donner du coup un cap, en fait, et une manière de travailler, en fait, sur la question de l'intervention foncière pour notamment éviter des spéculations qui peuvent avoir lieu lorsque des opérateurs interviennent directement sur le foncier. Voilà.
Oui, peut-être juste par rapport à ce point-là, effectivement, ça dépasse d'ailleurs le domaine agricole, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un risque que la pression sur le foncier génère une augmentation des prix. On le voit nous, hein, quand on fait les prospections foncières pour acheter des terrains. Les propriétaires qui connaissent un peu le principe de la compensation ou qui ont écho de projets à proximité sont parfois très gourmands. Ils le sont aussi parce que dès qu'on est en périphérie de la métropole ou au sein de la métropole, ils ont toujours l'espoir que leur terrain un jour devienne constructible. Donc on voit des prix au mètre carré qui s'envolent. Nous, on essaye quand même d'être vigilants sur le fait de ne pas acheter des prix à des terrains à n'importe quel prix. D'autant plus si c'est en zone agricole, puisque la SAFER pourra activer son droit de préemption, puisque c'est en zone agricole, il y a au moins cet avantage, c'est que la SAFER est régulateur du prix du foncier, mais sur les parcelles forestières, ça n'existe pas. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'on a des forêts qui sont vendues à des prix très importants, et notamment parce que le cours du bois augmente. Donc ça, on le déplore. On est parfois, nous, accusés, ces biodiversités, à tort, de contribuer à l'augmentation des prix. Ce que l'on voit, c'est par contre des terrains parfois achetés par des collectivités à des prix qui, là, sont quand même très importants. Donc c'est tous ensemble, collectivement, que nous devons veiller à cet enjeu, puisque sinon, demain, la compensation ne pourra pas se faire, ou alors elle se fera à des coûts qui sera très importants. Alors peut-être tant mieux, hein, ça voudra dire que les maîtres d'ouvrage feront encore plus d'évitement et de réduction. Mais je ne sais pas si c'est un bon signal de contribuer à une augmentation du coût de la compensation pour dire aux maîtres d'ouvrage, faites plus d'évitement et de réduction. Je pense qu'on a tout intérêt à travailler dans la pédagogie et à montrer l'intérêt de faire de l'évitement et de la réduction sans forcément avoir le bâton financier pour dire votre projet, il n'est pas tenable économiquement avec la compensation. Très bien, merci beaucoup. Tout à fait. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas s'il y a des personnes là, qui peuvent témoigner sur les initiatives, notamment en Occitanie, parce qu'en Occitanie, du coup, je pense qu'il y a un outil aussi qui intervient sur le volet foncier et qui permet, peut-être en fait, d'avoir une démarche un peu concertée, un peu coordonnée en fait sur ce volet-là. Il me semble qu'il y a du coup une SAS qui a été constituée avec des capitaux de la région. Je crois que la SAFER y participe également. Et ça permet effectivement du coup aussi de se donner en fait une stratégie au service de cette ambition, d'essayer effectivement de maintenir un prix du foncier qui reste compatible avec une activité, un usage agricole. Très bien, merci pour cette attention-là sur ces sujets effectivement à forts enjeux et compliqués. Et une des pistes effectivement qu'on pourra poursuivre dans le cadre de cette communauté en s'inspirant, voilà, en reprenant et en partageant ce qui est fait notamment en Occitanie, comme on en a parlé ce matin, c'est effectivement pour nous voilà, une source d'inspiration pour voilà, partager ce qu'ils ont fait et rattraper un peu notre retard en la matière en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, le temps passe et vraiment comme on doit respecter le timing, je vous propose de donner la parole à Marie-Rosa pour préparer justement le temps de restitution, puisque la dernière séquence de la journée, ce sera une restitution des 4 ateliers avant une conclusion et quelques perspectives pour notre communauté. Donc voilà, je laisse la parole à Marie. Merci. Donc, j'ai essayé, j'avais travaillé un petit peu en amont avec Julien aussi pour essayer de préparer ce qu'on nous demande. L'idée, c'est que vous soyez d'accord avec ce qui est écrit sur le diapo. Donc, les principales difficultés rencontrées actuellement, la compréhension, la juxtaposition des réglementations, qui sont quand même assez nombreuses. Je ne sais pas comment enlever le petit truc noir là. Bon. Oui, bon, c'est pas grave. Donc, à la fois les espèces protégées, la loi sur l'eau, le code forestier, la compensation agricole, les risques incendies et toutes les attentes de l'État, des instances consultatives, et notamment on parlait du CNPN ou du CSRPN. Et par exemple, Newen nous avait dit tout était bien, et puis à la fin, on avait fait des efforts de compensation, et à la fin, le CNPN nous a bloqué en disant il fallait mieux qu'on évite le terrain. Donc voilà, des choses comme ça. L'accès au foncier, on vient juste d'en parler, la sécurisation du foncier sur le long terme et l'autre engagement sur le très long terme, on pourrait peut-être ajouter, je voulais dire, comment ça s'appelle
Bon, bref, comment suivre et contrôler les résultats de tout ça. On parle de la compensation en général, on n'est pas sur SNC ou pas SNC. Est-ce que vous verriez un truc à rajouter sur les difficultés? Est-ce que j'en ai oublié? Non, je pense qu'on peut continuer, Marie. Là, il nous reste pas longtemps en plus. D'accord. Sur les retours positifs, donc l'INRAE nous a parlé du guide à venir sur les SNC. Les ORE, Laure-Hélène nous en a parlé, c'est quelque chose qui peut donner envie. Le système d'acteurs de l'aménagement qui me paraissent moins prêts à s'investir dans ce que vous avez évoqué, que ce soit de l'élu jusqu'au chantier. Et tout ça étant emporté, c'est mon avis, par une demande sociétale vers plus de nature. Et puis, ça aussi, on parle aussi du projet territorial de compensation, que ce soit via Oxao, présentation d'Oxao à travers la façon dont il a demandé aux collectivités de s'intéresser à la question, ou la CDC Biodiversité sur son projet territorial expérimental, dont on a compris qu'il n'était pas encore légalement prévu, mais qui pourrait peut-être être créé. Voilà. Ensuite, on a... il nous faut des exemples et retours d'expérience partagés. Donc, on a parlé de Newen avec le sujet à portette. Je rajouterais bien ce que Laure-Hélène nous a parlé du SAGE. Rappelle-moi. De l'automne. De l'automne. Automne. Et c'est dans quel département, s'il te plaît? Je pense que ça doit être le... Attends, je te redis ça tout de suite. Je vais mettre Île-de-France. Oui, c'est en Île-de-France, c'est sûr. Ouais. On pourra en faire étudier un petit peu plus près après dans le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Oui, il y a le site du Lignan, je pense que voilà, ce qui a été présenté. Le site du Lignan avec la mutualisation de plusieurs opérations de compensation. C'est ce que vous nous avez présenté. Ouais, je ne retrouvais pas son nom. D'autres éléments? Oui, on complétera avec les éléments du chat. Merci. Voilà, Marie pourra compléter juste après. Okay. Merci pour vos contributions sur le chat. Donc, les questions et perspectives pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça, c'est plutôt compensation. On s'est dit qu'il y avait possibilité de voir des structures s'engager dans de nouvelles démarches d'agrément de SNC. Donc, notamment si le guide permet d'alléger un peu les procédures et tout ça, ça pourrait être pas mal. Sur la compensation à la demande, comment aider les porteurs de projets, mieux faire connaître les leviers et les ressources potentielles. Donc, ça, c'est bon, voilà, on essaie de travailler tous ensemble pour améliorer les choses. Sur le foncier, comment mieux intégrer en amont dès la planification de développement d'un territoire les enjeux de compensation? Faut-il sanctuariser des parcelles qui s'y prêtent? Ensuite, on a aussi, alors la question qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder vraiment, mais qu'on avait nous en filigrane, qui a un petit peu abordé au début, jusqu'où faut-il faciliter la vie des porteurs de projets? N'est-ce pas donner le sentiment d'encourager le recours à la compensation alors que c'est l'évitement qui est à privilégier et que la compensation doit rester exceptionnelle, ce n'est pas un droit mais une dérogation, etc. On l'a un tout petit peu évoqué. Voilà, ça reste on l'a plus dit ce matin. Hein. Ce matin, ça a été bien dit que l'évitement était le principal. Et donc, évidemment, ceci est en lien avec l'atelier évitement de travailler sur la planification et les zones de compensation potentielles. Hop. Et enfin, là, on a réfléchir aux pistes de travail à proposer pour la communauté. On n'est pas obligé de rester seulement sur la compensation, on peut aller plus loin. Étudier comment mieux suivre les mesures compensatoires prescrites dans les arrêtés, ça c'est notre côté État, efficacité, pérennité, difficultés rencontrées. Approfondir le sujet du potentiel compensatoire d'un territoire donné, mieux capitaliser les retours d'expérience. Et est-ce que vous auriez d'autres idées? Tout peut s'entendre. Hein. Donc, il y avait les sujets de répercussion sur le foncier là, qui vient aborder le monsieur. Donc, toujours pareil, en s'inspirant de ce que fait
l'Occitanie, ça fait partie des pistes aussi qu'on pourra creuser. Si je mets Saphir, Foncier, Saphir et Occitanie, ça parle? De toute façon, c'est toi, Marie, qui va Oui. présenter ça. Donc, il faut que ce soit clair pour toi surtout. D'accord. Ensuite, ça peut être intéressant, enfin, ça a peut-être déjà été fait, mais de faire une cartographie régionale de là où il y a des enjeux de biodiversité en lien avec les futurs aménagements pour essayer peut-être de pré-identifier des sites de compensation, des sites à potentiel de gains écologiques en lien avec ce qui est fait au niveau national par l'OFB, avec l'inventaire des sites à potentiel de gains écologiques. Alors, est-ce que j'ai bien écrit ça? Cartographie des enjeux de biodive et des zones d'aménagement potentiel et par rapport au potentiel de gains écologiques. Oui, c'est ça à peu près? Je pense que ça rejoint peut-être aussi c'est vrai qu'on voit que notamment sur Bordeaux Métropole, il y a eu un gros travail de fait dans le cadre de biodiversité et cette matière qui a été produite aussi bien sur les inventaires de zones humides que sur des espèces protégées, à ma connaissance aujourd'hui en tout cas, elle n'est pas forcément mise facilement à disposition à la fois des porteurs de projets, mais aussi des structures, quelles qu'elles soient, qui accompagnent ces porteurs de projets. Et donc, ça mériterait qu'il y ait un peu plus de mise à disposition de ces informations. Et ça rejoint aussi une remarque qui avait été faite ce matin dans le cadre de la restitution de l'étude faite par l'étudiante par Baptiste sur l'interaction entre les acteurs. Et si on veut avancer sur les mesures compensatoires et être plus efficace, il faudrait peut-être qu'on puisse disposer tous du même niveau d'information et de manière à gagner en efficacité. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on s'arrête pour respecter le timing. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup déjà à nos 5 intervenants. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les participants à l'atelier. Voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions, que ça a suscité aussi des réflexions, puisque le but aujourd'hui, voilà, c'est quand même aussi de lancer une dynamique. Donc, on a essayé de prendre en compte tout ce qu'on pouvait dans le temps imparti au niveau de cet atelier. Donc, dans un petit quart d'heure, je vous invite à vous reconnecter donc à 16 h avec le lien du matin, hein, le lien que vous aviez ce matin. Voilà, là, on va clôturer cet atelier. Donc, merci beaucoup à tous et on se retrouve en plénière dans quelques minutes, donc à 16 h. Encore merci beaucoup aux intervenants. Merci, à tout de suite.